Aujourd'hui, on va passer 24 heures à la découverte du 5e arrondissement de Paris. C'est parti! Je rappelle le concept de ces vidéos. En fait, je vous propose un itinéraire entièrement faisable à pied pour découvrir un arrondissement de Paris, mais sous un angle un peu hors des sentiers battus, avec des adresses pas forcément touristiques, pas très connues, et gratuites le plus possible, et aussi des coins sympas pour manger. D'ailleurs, j'ai déjà fait 5 arrondissements sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos si ça vous intéresse. Et le 5e, c'est vrai que c'est un coin que je connais plutôt bien, il y a quand même pas mal de lieux assez touristiques, donc ça a été un petit défi de trouver des adresses qui changent et que j'avais pas déjà faites. Mais quand même, je suis assez contente de ce que je vais vous proposer, donc allez, je vous emmène avec moi. Le 5e arrondissement, connu comme le quartier latin, est l'un des plus anciens arrondissements de Paris et le cœur historique de Lutèce, avec des vestiges antiques et du Moyen-Âge. Il se distingue aussi par son ambiance étudiante avec la présence de la Sorbonne et de nombreux collèges et lycées, et aussi festive avec une vie nocturne bien animée. C'est également un arrondissement idéal pour flâner et se balader car il possède vraiment le charme de village avec des petites ruelles pittoresques. Et bien sûr, on y trouve beaucoup de lieux emblématiques à visiter comme la Fontaine Saint-Michel, le Panthéon, le musée du Moyen-Âge, le Jardin des Plantes, l'église Saint-Étienne-du-Mont et plein d'autres, mais dans cette vidéo, je vais vraiment me concentrer sur les lieux un peu moins connus et qui valent pourtant tout autant le détour. Alors, nous démarrons cette balade devant la Fontaine Saint-Michel, évidemment lieu emblématique du 5e arrondissement, mais je vous emmène dans un coin un petit peu moins connu, donc on va d'abord longer les quais. Je vous ai concocté un itinéraire, je suis trop contente, vraiment j'espère que ça va vous plaire. Est-ce que vous avez réussi à rentrer dans Notre-Dame depuis la réouverture? Parce que moi j'ai essayé plusieurs fois. Il y a trop la queue. Du coup je pense que je vais attendre un peu parce que là c'est un peu l'effervescence vu qu'elle vient juste de réouvrir. Mais j'ai trop hâte de rentrer dedans, ça fait tellement longtemps. Donc je vous emmène pour démarrer cette visite au square Viviani. Je suis en train de me dire que je sais même pas si je suis déjà rentrée dans ce petit square alors que c'est littéralement en face de Notre-Dame. Regardez cette vue magnifique. Alors pourquoi je vous emmène ici? Parce que déjà c'est un petit peu vide de touristes parce que regardez, voilà, il n'y a personne. Et notamment parce que il y aurait l'arbre le plus vieux de Paris. Ok, je pense que j'ai trouvé ce fameux arbre juste là. Alors waouh, il a l'air en piteux état quand même, non? Je comprends pas la forme de cet arbre. Pour vous présenter un petit peu cet arbre qui est quand même assez remarquable, donc il s'agit d'un robinier faux acacia qui a été planté en 1601 par Jean Robin, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. En fait, il est devenu plusieurs arbres soudés au sein d'un tronc vestige, donc en fait, les racines aériennes se développent à l'intérieur du tronc d'origine. C'est pour ça qu'il a une forme très étrange. Et du coup, les jeunes arbres issus de sa souche et de ses racines ont été conservés pour assurer son avenir, puisque nous espérons qu'il vivra encore de nombreuses années. Juste à côté, donc il y a une église qui s'appelle Saint-Julien-le-Pauvre. Moi, je vais pas la visiter parce que j'ai prévu de faire une autre église, mais vous pouvez carrément le rajouter sur votre petit parcours. Et regardez toutes ces petites rues tellement mignonnes, c'est vrai que c'est beau ce coin. Alors voilà, je suis arrivée devant l'église Saint-Séverin, qui est une église finalement relativement peu connue, alors que c'est une des plus anciennes églises de Paris, et en plus c'est un des plus beaux exemples d'église de style gothique flamboyant. Et franchement, ça vaut vraiment le coup d'y entrer, déjà pour les vitraux, parce qu'il y a des vitraux très anciens, et de façon un peu plus insolite, des vitraux contemporains qui ont été posés en 1970 et que j'ai trouvé magnifiques. Mais l'élément architectural le plus intéressant de cette église est cette colonne torsadée en forme d'arbre, vraiment unique en son genre, et située au fond de l'église dans l'axe de la nef. Et juste à côté, donc je vois il y a un petit jardin avec comme un cloître, c'est trop mignon. Par contre on n'a pas le droit d'y aller, c'est dommage, mais c'est très beau à voir. Je commence fort cette journée parce que j'ai quand même visité 2 lieux que je ne connaissais absolument pas dans le 5e arrondissement, donc je suis contente. Et là je vous emmène dans un endroit que alors je connais déjà, mais c'est quand même un lieu emblématique d'un tournage d'une série que vous connaissez peut-être très bien.
En chemin, je suis passée devant le Panthéon, un monument emblématique vraiment magnifique qui abrite de grandes figures de l'histoire française comme Voltaire, Marie Curie ou encore Victor Hugo. Une visite vraiment exceptionnelle à faire au moins une fois dans sa vie. Et peu de gens le savent, mais au printemps, on peut même monter en haut du Panthéon pour avoir une des plus belles vues sur tout Paris. Et alors, juste ici, c'est la bibliothèque Sainte-Geneviève et en fait, je voulais trop y aller parce qu'elle a l'air incroyable, genre vraiment magnifique l'intérieur, un peu comme Harry Potter et tout. Mais le problème, c'est qu'il faut réserver son créneau ultra longtemps en avance, donc ça collait pas du tout avec le tournage pour aujourd'hui. Donc j'ai réservé ma visite, je crois que j'y vais le 15 mars. Ça y est, je suis arrivée, place de l'Estrapade. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez cet endroit. Si vous avez vu Emily in Paris, ça devrait vous parler puisque c'est ici qu'a été tourné pas mal de scènes de cette série. Donc bon, il y a quelques séances photos par des touristes et pas que des touristes. Mais si vous aimez bien la série, je trouve que c'est quand même sympa à voir. Et nous avons notamment ici le fameux restaurant de Gabriel, voilà, donc qui s'appelle le Terra Nera. Je sais pas si vous reconnaissez un peu. Je crois que là c'est aussi une boulangerie où elle vient manger le matin. Je suis pas sûre. Moi j'ai regardé la saison 1 et la saison 2, après j'ai complètement arrêté parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup trop niais. Mais j'ai bien aimé la saison 1 quand même. C'est vrai que là on est vraiment dans le Paris typique, quoi, c'est trop mignon. Bon, je commence à avoir faim, et ben ça tombe bien, puisque j'ai prévu un brunch à 5 minutes à pied de cette place, qui a l'air très chouette, que j'ai jamais fait, et qui a un rapport qualité-prix. Franchement, vous me remercierez plus tard pour cette pépite. Moi je dis ça alors que je l'ai pas encore testé, mais je sais pas, je sens que ça va être une pépite. À l'Escarpolette, une petite adresse de quartier toute mignonne, très prisée des habitués et qui propose un brunch disponible en semaine à 25 €. Le menu est assez simple, mais alors les plats sont excellents. Déjà la présentation est super jolie et à chaque fois il y avait une petite touche en plus qui faisait vraiment la différence. Par exemple le pain perdu, il avait un peu goût au churros, c'était trop bon, je me suis régalée. Voilà, je vous jure, j'ai trop bien mangé, vraiment c'était trop bon. Et je vous ai pas filmé, mais en fait à la fin la gérante elle m'a reconnue. Et du coup, elle est venue me parler, elle m'a raconté un peu l'histoire, son histoire du brunch. C'est une petite adresse dont elle s'occupe avec son papa et sa maman, donc c'est trop mignon. Tout est fait maison. Et puis elle me disait par exemple les gâteaux, en fait, sa mère elle les fait au feeling, elle a pas de recette. Et en fait, ils sont trop bons. Et donc maintenant, après avoir bien rempli mon estomac, je vais me cultiver puisque je vous emmène dans un musée gratuit. Mais regardez, c'est Marie Curie en mode street art par C215, j'adore. Le musée Curie est dédié à l'héritage scientifique de la famille Curie et notamment Marie Curie, double prix Nobel et pionnière de la recherche sur la radioactivité. Installé dans son ancien laboratoire, il retrace les découvertes fondamentales sur la radioactivité et l'histoire de la famille à travers des expos, des objets scientifiques et le bureau historique de Marie Curie préservé tel qu'il était. C'est un lieu fascinant pour découvrir l'impact de ses travaux sur la science moderne et la médecine. Alors verdict, le musée est petit, en vrai vous faites la visite en 30-40 minutes, mais c'est quand même, déjà il a le mérite d'être gratuit, et je trouve que c'est quand même incroyable de se dire que c'était là le vrai laboratoire de Marie Curie, que c'est ici qu'elle a fait ses découvertes pour de vrai. Enfin voilà, moi en tant que scientifique ça me touche quelque part, donc très contente de cette petite découverte. Là je suis sur la place de la Contrescarpe, et en fait c'est trop marrant. Alors déjà de 1 c'est trop marrant parce qu'il y a encore tous les sapins de Noël alors que nous sommes le 16 janvier. Donc je ne sais pas, il faut s'en débarrasser à un moment donné. Et aussi parce que en fait c'est une place qui est bordée de plein de petits restos et de petits cafés. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans un village. En fait il y a plein de gens à pied, à vélo et tout, c'est vraiment très mignon. Et pourquoi je dis ça? Parce que au resto justement, quand la gérante elle m'a parlé de ce coin-là et tout, elle m'a dit qu'elle retrouvait vraiment une ambiance de village avec tout le monde qui s'entraide. Quand elle est venue s'installer, t'as tous les commerçants du coin qui sont venus acheter des choses chez elle, et que si elle a le moindre pépin, elle sait que le boulanger va l'aider. Enfin, ils s'entraident en fait beaucoup, et qu'elle avait jamais trouvé ça nulle part ailleurs à Paris, donc je trouvais ça rigolo comme anecdote. Et juste à côté de la place, nous avons la fameuse rue Mouffetard. Donc là, je vais pas y aller parce que c'est pas prévu dans mon planning. C'est une des plus anciennes rues de Paris et c'est une rue qui est très connue des étudiants parce que je crois qu'il y a pas mal de lieux pour sortir et surtout, ils font des crêpes jusqu'à pas d'heure apparemment le soir.
Je me trouve donc aux arènes de Lutèce, construites entre le 1er et le 2e siècle, qui sont donc l'un des monuments les plus vieux de tout Paris. Et en fait, elles servaient de théâtre et d'amphithéâtre à l'époque de Lutèce. Donc il y avait des combats de gladiateurs, des spectacles, du théâtre. Donc il faut imaginer qu'ici avant, il y avait 15 000 personnes qui venaient assister à ces représentations. C'est un lieu assez spectaculaire, je trouve, en plein cœur de Paris. Et moi, personnellement, c'est un lieu que j'ai découvert cet été, donc très tardivement. En plus, c'était à l'occasion d'un jeu de piste dans Paris. Vraiment, je connaissais pas du tout. Et c'est trop bien pour venir se poser. Il y a plein de bancs. Là, vous voyez, il y a des espèces de... là où se mettaient les gens, en fait, avant pour regarder les spectacles. Donc on peut venir pique-niquer. Il y a des gens qui jouent à la pétanque et tout. C'est un coin très, très agréable. Et j'avais jamais fait attention, mais en fait, autour des arènes, il y a un petit jardin avec une petite balade et tout. C'est trop mignon. Mais c'est trop joli, je savais pas du tout qu'il y avait tout ça à côté des arènes. Pour rester dans la thématique jardin, maintenant je vous emmène à la grande mosquée parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une cour, en fait des jardins qui sont exceptionnels. C'est absolument à voir. Je ne pouvais pas ne pas en parler dans cette vidéo, donc je vous y emmène, c'est à même pas 5 minutes. La Grande Mosquée a été construite en 1926 en hommage aux soldats musulmans morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais on peut visiter les jardins qui sont un véritable havre de paix inspiré des jardins andalous. On est complètement dépaysé en plein cœur de Paris. C'est absolument magnifique, vraiment avec les couleurs du... je sais pas si c'est de la pierre, hein, du sol bleu turquoise, les palmiers, toutes les mosaïques sur les murs. C'est trop beau. Évidemment, c'est bien mieux de venir au printemps ou l'été, notamment quand il y a les glycines. J'étais venue à l'époque des glycines et c'est magique. Je vais vous mettre des photos si je les retrouve. Je commence à avoir vraiment froid, je sens plus mes doigts. Là, je vous emmène au jardin des plantes, mais pas pour faire le jardin ni pour faire la galerie de l'évolution parce que c'est quand même ultra connu. Je vous emmène ici. Donc la galerie de paléontologie, parce que c'est un endroit alors que j'ai fait il y a vraiment des années quand je suis arrivée à Paris, il y a peut-être 10 ans, parce que moi j'aime beaucoup les dinosaures et vous allez voir, si vous aimez aussi les dinosaures mais aussi les trucs un peu chelous comme moi, vous allez adorer. Et alors c'est trop marrant parce qu'en fait le soir, je sais pas si c'est fini ou si ça y est encore, il y avait dans ce jardin la Jurassique en voie d'illumination, donc je vous en avais parlé plein de fois, c'est des grosses installations lumineuses la nuit, donc faut payer bien sûr pour les voir. Et par contre, ce que je savais pas, c'est que la journée, tu peux te balader au milieu. Donc c'est pas lumineux, du coup c'est un peu moins impressionnant, mais franchement c'est quand même trop cool. La galerie de paléontologie et d'anatomie comparée, située dans le jardin des plantes, est un musée fascinant dédié à l'étude de l'évolution et de la diversité du monde vivant. Inaugurée en 1898, elle abrite une impressionnante collection de squelettes d'animaux actuels et disparus, allant des dinosaures géants aux mammifères marins, ainsi que des fossiles qui retracent l'histoire de la vie sur Terre. Et également une partie un peu plus insolite, tel un cabinet de curiosités, qui présente des spécimens rares et des mystères de la nature. Et parmi ces pièces emblématiques figure le squelette monumental de ce mammouth laineux, c'est impressionnant. Là c'est plein de cerveaux dans des bocaux, c'est un peu glauque hein, mais je sais pas, moi j'adore. Donc là c'est des cerveaux de cerf, ils ont pas un gros cerveau quand même, hein. Des cerveaux de gnou, ah le gnou c'est plus intelligent. Qui a un tout petit cerveau? Ah c'est qui? La gazelle d'Orcas, elle a un tout petit cerveau la pauvre. Alors là, on est sur une partie vraiment un peu glauque. La tératologie, donc la science des montres, la science des monstres qui étudie les malformations qui résultent d'anomalies du développement. Donc là, on a un sanglier à 2 têtes. Et là aussi, c'est un mouton à 2 têtes. Par contre, c'est vraiment immense le musée. Là, je suis au 2e étage qui est carrément aussi grand que celui du bas. Et je vois qu'on peut aussi aller là. Et on dirait qu'il y a des panneaux explicatifs. Waouh, je vais y rester 3 heures. Je sors du musée, je vous avoue que j'ai pas pu tout faire parce que il y a vraiment beaucoup de choses. Si je faisais tout, je restais jusqu'à 19h et la vidéo n'aurait pas eu de fin. Donc j'y reviendrai je pense parce que vraiment ça vaut le coup et je me rappelais de rien. Maintenant, je me dirige vers les quais, le quai Saint-Bernard je crois que ça s'appelle, pour faire une petite balade jusqu'à mon prochain spot, qui est un monument du Moyen-Âge gratuit, le collège des Bernardins. Alors,
Je voulais pas y aller parce que je vous en parle tout le temps, vraiment, je sais pas, j'en ai déjà parlé 15 fois. C'est un monument qui est vraiment trop beau, qui est gratuit. Du coup, je m'étais dit que je ferais l'impasse pour cette vidéo, mais en menant quand même ma petite enquête, j'ai vu qu'en ce moment, il y a une expo gratuite avec des tapisseries du Moyen-Âge. Oh, je sais pas si je dis des bêtises, mais bref, ça a l'air grave cool. Donc je me suis dit que quand même, j'allais faire un petit tour. Alors là, on se rapproche gentiment de Notre-Dame de Paris, puisque, comme c'est bien fait, mes itinéraires commencent le matin et terminent le soir, à peu près au même endroit. Dans ce coin-là, c'est à ce moment-là de la journée, sachant qu'il est à peu près 16h30, vous avez un petit creux. Il y a une boutique de cookies qui s'appelle Cookie by Moons, que j'ai testé avec Stéphane et qui sont super bons. Et en fait, ils sont très originaux parce que ce sont déjà c'est des cookies assez épais. Et en fait, leur spécificité, c'est qu'ils revisitent des pâtisseries avec de la pâte à cookies. Donc ils vont faire des tartelettes à la pâte à cookies par exemple, des flancs cookies et tout. Enfin, voilà, je trouvais que c'était assez sympa, c'est très bon. Donc voilà l'expo qui me force à venir ici. J'aime bien, je dis qui me force, comme si j'étais forcée vraiment à venir. Donc c'est exposition Épiphanie, donc on est sur le thème jusqu'au 26 février, donc on y va. Le collège des Bernardins est un magnifique monument médiéval qui est aujourd'hui un lieu culturel et d'exposition. Je regrette pas du tout d'être venue finalement parce que là donc c'est la fin de journée, il commence à faire un peu nuit et du coup ils ont allumé toutes les lumières et j'avais jamais vu le lieu comme ça parce que moi je rentre tout le temps la journée quand généralement il fait assez beau donc c'est très lumineux et là ça donne une toute autre ambiance. Et en ce moment, on y découvre une expo assez mystique et envoûtante qui s'appelle Épiphanie, avec 19 toiles d'Augustin Frison-Roche autour des Épiphanies, qui jouent avec des détails minutieux et des jeux de couleurs et de lumière sublimes. Et le cadre du lieu amplifie vraiment l'immersion et le côté mystique. Je pense que je suis assise à la table la plus insolite de Paris pour boire ma petite infusion. Parce qu'en fait, il y a un café à l'intérieur du collège des Bernardins, donc on est vraiment sous les voûtes, c'est trop beau. Et ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait vraiment que je vienne manger ici parce qu'ils font aussi des petites formules le midi pas trop cher. J'avais prévu de faire une autre adresse que je ne connaissais pas qui s'appelait Bon Moment Café et en fait c'est un coffee shop qui avait l'air trop cool, qui est super bien noté sur Google, avec que du fait maison, l'ambiance a l'air trop chouette et c'est un café qui est kids friendly avec plein d'activités pour les enfants, mais vu l'heure et qu'il ferme à 18h, à mon avis c'est pas la peine que j'y aille. La journée se termine tranquillement, moi je vais rester ici et profiter de mon petit thé, mais avant de vous quitter je voulais quand même vous donner 2 adresses pour manger ce soir si vous avez envie de poursuivre cette journée. J'ai 2 très bons restos à moins de 10 minutes à pied d'ici à vous proposer. Donc le premier c'est Pepita. C'est un restaurant italien, alors j'y suis allée il y a un petit moment mais j'en ai un excellent souvenir et là j'ai vérifié tous les avis Google et tout sont toujours aussi bon. Et c'est un petit resto, la déco est assez mimi et en fait j'ai mangé des pâtes et une pizza qui était vraiment excellente. Donc c'est une très bonne adresse italienne si vous aimez la nourriture italienne. Et un autre restaurant aussi où je suis allée très souvent, je compte même plus le nombre de fois où j'y suis allée, j'ai amené littéralement tous mes proches, ma famille, mes potes et tout. Ça s'appelle la Nouvelle Scène et c'est une péniche devant Notre-Dame avec vue sur Notre-Dame. C'est vraiment, le cadre est trop beau. Et en fait c'est une péniche qui fait à la fois théâtre. Donc on n'est pas du tout obligé d'aller voir une pièce de théâtre, bien sûr, vous pouvez juste manger, mais je trouve que le concept est quand même cool. Et du coup, c'est de la cuisine française. En fait, ils ont plusieurs chefs résidents, donc ça change tous les 3-4 mois. Et à chaque fois, moi, je me suis toujours régalée. Et en plus, les prix sont très corrects. Donc c'est une adresse vraiment qui fait effet waouh, sans se ruiner. C'est mon petit tips. Le dites pas à tout le monde. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai pensé du 5e, si on doit faire un petit bilan de cette journée, parce que là, je commence quand même à avoir enchaîné plusieurs 24 heures dans un arrondissement. Là, mon retour à chaud, c'est que c'est un arrondissement qui est touristique dans le sens où il y a quand même des lieux assez emblématiques à Paris, mais il y a beaucoup de coins où on est assez tranquille. Ça, j'ai beaucoup aimé, c'était pas trop bruyant, il n'y a pas trop de grands boulevards avec des voitures. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de village. Alors j'ai l'impression que tous les arrondissements que je fais, je vous dis à chaque fois, il y a une ambiance de village. C'est peut-être parce que je l'ai choisi justement pour ça. Pour les petites adresses pour manger, je pense qu'il faut quand même relativement bien connaître parce qu'il y a beaucoup de restaurants pour
les touristes avec des prix un peu exorbitants et tout. Donc faut fouiller et si on fouille, on trouve des pépites. C'est pas un de mes arrondissements préférés, honnêtement. J'ai par exemple carrément préféré le 17e ou le 12e, mais j'ai quand même passé une très belle journée et je referai cette balade avec grand plaisir avec mes proches. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mon parcours dans le 5e arrondissement vous aura plu. J'ai vraiment axé ce parcours sur les adresses pas touristiques, mais vous pouvez complètement rajouter si vous avez envie le Panthéon ou le musée du Moyen-Âge. C'est des lieux qui sont trop beaux, donc évidemment, n'hésitez pas si vous les avez jamais fait. C'est juste que moi, mon but c'est un peu de redécouvrir les arrondissements différents. Et franchement, je pense que j'ai atteint mon objectif. Donc je suis plutôt contente. Et je vous dis à mercredi prochain et je vous fais des bisous.